Alors, sans attendre, nous allons démarrer la première table ronde. Donc, j'appelle à la tribune, s'ils veulent bien me rejoindre, Georges Amar, Patrick Jeantet, Bernard Roman et Michel Savy. Je vous en prie. Oui, oui. Alors, on a au programme, toujours dans cette perspective historique, mais en essayant d'arriver rapidement, enfin relativement rapidement aux problématiques d'aujourd'hui. Le thème, c'est donc la gouvernance, et je l'ai intitulé de la planification à la décentralisation. Et de manière plus précise, quelle feuille de route pour le prochain président en termes d'État stratège. Alors, bon, je pense que les présentations, on va aller vite sur les présentations, mais je rappelle quand même dans l'ordre à ma droite immédiate, si j'ose dire, Georges Amar, qui a été pendant longtemps, pendant un certain combien d'années, Georges pendant un certain nombre d'années, directeur de l'équipe prospective et conception innovante de la RATP, d'accord, qui par ailleurs, qui est ingénieur civil des mines et qui a une réflexion créative depuis toujours extrêmement riche sur les évolutions de la mobilité urbaine en particulier, et qui par ailleurs est aussi artiste peintre et prospectiviste. Donc. Alors, à sa droite, Patrick Jeantet, qui est président de SNCF Réseau, qui est polytechnicien, et qui a rejoint depuis le 1er janvier, depuis le 25 mai, 2016, donc très très récemment, la direction de la présidence de SNCF, j'ai failli dire RFF, d'SNCF Réseau. Et qui avait fait précisément une partie de sa carrière dans le secteur de l'eau, avant de rejoindre le groupe Keolis, dont il a été l'un des dirigeants, et le groupe ADP aussi. Alors, à sa droite, Bernard Roman, qui a succédé à Pierre Cardot à la présidence de l'ARAFER. C'était en octobre c'était même en juillet. Ah oui, en juillet 2016. Bon, mes informations ne sont pas très bonnes, c'est inquiétant. Donc Pierre Cardot a été président depuis 2010. C'était le premier président de cette affaire qui s'appelait à l'époque la RAF. Vous nous en direz quelques mots tout à l'heure. Donc Bernard Roman, et comme Pierre Cardot, et finalement il y avait une hésitation sur ce statut, sur le profil, est aussi un élu, puisqu'il a été, entre autres fonctions, député du Nord-Pas-de-Calais. Et donc, il a pris sa mission à bras-le-corps. On va en reparler très vite. Et enfin, là aussi, je vais aller très vite pour présenter Michel Savy, dont la notoriété est internationale, et qui est ingénieur économiste, professeur émérite à l'Université de Paris-Est, et qui est membre du collège de l'ARAFER, qui a son président à sa gauche. Alors, finalement, cette gouvernance de la mobilité, Georges, comment elle a... D'abord, comment a évolué la mobilité et les modes de transport? Tu as une expression qu'on retrouve dans l'excellent article que tu as publié dans la revue, le numéro 500 de la revue. Tu parles d'hybridation. Qu'est-ce que ça veut dire, en gros? Quelle est ta vision des choses? Ah ben en ayant une vision historique des choses. Oui. Merci. Commençons par voir un peu quelles ont été des évolutions intéressantes qui en même temps sont des évolutions porteuses. Comment faire cette continuité? Comment ça a déjà bougé depuis longtemps d'ailleurs, sinon 60 ans du moins déjà. Alors cette les 30 dernières années, et en quoi elles sont porteuses d'idées neuves, disons. Alors l'idée, ça a été déjà prononcé par tout à l'heure en vidéo, il y a cette idée-là de l'intermodalité. Je vais reprendre ces notions-là. D'ailleurs, moi j'aime bien procéder à partir de mots et d'idées autour de la notion de modalité, où on a l'intermodalité, la multimodalité pour commencer, et d'autres. On a vraiment eu beaucoup d'évolutions dans les 20-30 dernières années. Alors, intermodalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut quand même dire de plus en plus une préoccupation pour la facilité d'usage du voyageur, et notamment sur sa capacité recherchée de plus en plus je dirais presque de jongler
entre les modes, ou de se composer à lui-même son propre cocktail mobilité, comme disent nos amis québécois. Donc cette capacité-là à jongler, à faire sa composition personnelle de son cocktail de mobilité quotidien, ou même différent chaque jour, elle a beaucoup évolué, elle s'est beaucoup affirmée comme une valeur principale du transport. Alors on peut repérer comment elle a évolué, comment elle s'est produite cette intermodalité. Ce qui est assez intéressant à noter, c'est qu'elle s'est produite à côté du transport à proprement parler. Si le transport, ça veut dire la puissance motrice ou le débit, c'est à côté, au sens, premièrement, que c'est dans les lieux que ça se passe. Donc, c'est du côté de l'immobile, au fond, que se joue une partie des enjeux de l'intermodalité, c'est-à-dire les stations, les lieux, les pôles d'échange, tous les lieux. Je rajouterais presque les cafés, les bistrots et ce qu'on appelle les tiers-lieux aujourd'hui, toutes les étapes de la mobilité. Et aujourd'hui, une des dimensions très importantes de l'innovation dans la mobilité, c'est toute cette affaire de lieux, c'est-à-dire entre les mouvements. Le deuxième aspect de l'intermodalité qui est devenu très important et qui est à côté du transport à proprement parler, c'est que l'outil par excellence de l'intermodalité aujourd'hui, c'est le smartphone. Voilà, on ne peut pas être intermodal sans smartphone. C'est l'information au sens large, mais l'information riche, complète et qu'on a dans la poche. Donc, curieusement, le smartphone, et Internet et tout ce qu'on voudra, bien sûr, sont devenus des éléments essentiels. Il n'y a plus de mobilité sans smartphone, pour résumer ça comme ça. Très intéressant de voir que ça se passe, là encore une fois, à côté du transport. Autre élément un peu à côté du transport, c'est que l'outil de l'intermodalité, c'est la marche. Il n'y a pas d'intermodalité sans la marche. Vous voyez, donc tout ça, ça se passe à côté du transport à proprement parler. Et donc on voit émerger cette intermodalité de plus en plus forte. Alors deuxième élément qui sont les grandes évolutions depuis quelques années et qui s'accentue, la multimodalité. Alors multimodalité, tout ça, c'est des mots un peu barbares. Un peu technocrate, disons, enfin, en tout cas un peu jargon de métier. Pour le grand public. Je dirais que la multimodalité aujourd'hui, non seulement elle s'affirme, mais elle s'affirme comme étant un principe beaucoup plus général qu'un principe de professionnel ou de technique. Je l'appelle parfois, justement pour montrer son caractère beaucoup plus général, je dis que c'est un principe de diversité modale. C'est presque un principe d'écologie. C'est un principe d'écologie urbaine. De même que pour un écosystème naturel, la biodiversité est une exigence, pour un écosystème urbain, si on veut l'appeler comme ça, et la ville c'est ça, c'est un écosystème au sens large du terme, eh bien la diversité de mobilité, la diversité modale est aujourd'hui un principe. Ce qui veut dire qu'on va avoir dans les villes, déjà aujourd'hui et de plus en plus, on n'aura pas 4 ou 5 modes. Je me rappelle, il y a encore quelques années, on disait on a 4 ou 5 modes dans une ville. On aura 40 ou 50 modes. Ah, autant que ça. Bon, je dis ça comme ça. Il y en aura vraiment beaucoup. Et il y en aura non seulement beaucoup, mais il y aura la diversité maximale. On aura du rapide et du lent. Il ne s'agit pas de faire l'éloge de la lenteur, d'ailleurs, comme on l'a fait. Il y aura de la lenteur et de la rapidité. De l'autonomie aussi. Il y aura du lourd et du léger. Il y aura du collectif et de l'individuel. Il y aura du physique et du numérique. Et il y aura toutes les hybridations de tout ça. Très bien. Et on est de moins en moins dans la séparation des modes. Alors voilà, donc ça c'est vraiment une tendance extrêmement importante. La créativité, l'innovation dans la mobilité, désormais, c'est de créer des modes. Très bien. Ce n'est pas simplement d'améliorer les modes, de créer des modes nouveaux. Il y a des inventeurs de modes. Vélib, pour prendre l'exemple qu'on a sous la main, qui est déjà ancien. On a inventé des modes, on va inventer des modes d'ailleurs, c'est tous les jours aujourd'hui. Il y a des startups qui inventent des modes de mobilité de plus en plus. Donc, vous voyez, la multimodalité devient tout à fait autre chose. Alors, j'enchaîne sur la question de l'hybridation. Plus rapidement, si tu veux bien. Georges. Je vais parler encore plus vite, mais ce sera pas. Alors, non, et tout simplement pour finir sur cet élément-là, c'est au fond, la diversité des modes, la multiplication des modes intervient précisément parce qu'on est en train de fabriquer des modes en les hybridant. On mélange des modes. L'hybridation devient un principe d'innovation et de création. J'en cite 2 ou 3 qui sont parmi les plus connus. Et ça s'ouvre vers de l'inconnu. Mais les connus, les plus connus, moi, celui qui m'a beaucoup intéressé et qui m'a permis de fabriquer ce mot-là, transmodalité, où j'entends dans transmodalité, moi j'entends transmutation. Vraiment, on fabrique, on crée en transformant. Eh bien, l'un des plus qui m'a beaucoup parlé à moi-même, c'est le métissage du bus et du métro. Ça, c'était une chose merveilleuse, surtout pour quelqu'un de la RATP. À la RATP qui est née sur la rencontre du bus et du métro en 1948, eh bien, faire un truc qui est à la fois un bus et un métro, ni tout à fait un bus, ni tout à fait un métro, qu'on a appelé les BRT et les BHNS, c'était un cas extrêmement passionnant de voir comment 2 espèces, c'est presque comme si vous preniez 2 espèces biologiques, comment on les greffe l'une sur l'autre, on donne naissance à un être nouveau qui n'est ni un bus ni un métro. Alors ce principe de transmutation par croisement génétique presque du mode, eh bien, il se généralise dans beaucoup de domaines. Il y a le tram par exemple. L'un des plus jolis
à mon goût, que j'ai découvert aussi à cette époque-là, c'est le pédibus. Quelle merveille conceptuelle et pratique, tout à fait pratique. Vous croisez la marche et le bus. Comment vous faites ça? On n'en voit pas beaucoup dans le 92. Hein. Ben oui, mais bon. il y en a beaucoup en France et ailleurs d'ailleurs. Et l'idée, elle est formidable. Donc vous avez un système, il a tout d'un bus, sauf le bus, quoi. Hein. Donc ça, il a tout d'un bus, absolument tout. Bon, et c'est extrêmement intéressant. Ça a beaucoup de valeurs économiques, sociales, sanitaires, enfin tout ce que vous voulez. Oui. Et de plus. Alors maintenant, je finis. L'avenir, c'est quand même les hybridations nouvelles. Les hybridations nouvelles, ça sera les hybridations du physique et du numérique. Il y a la voiture hybride déjà, mais c'est pas ça. Non, je parle de l'hybridation des concepts. On va avoir des choses qui ne sont ni du physique, ni du numérique. Ça peut paraître un peu curieux. Écoutez, on a un exemple quand même qui est très parlant déjà. La fameuse imprimante 3D. C'est quoi? C'est du physique ou c'est du numérique? Il y a des objets. Il y a bel et bien de l'objet matériel. Pourtant, il n'y a pas de transport. Vous voyez, on a une mobilité physico-numérique. On n'a même pas de nom pour ça. On appelle imprimante. Ce n'est pas une imprimante. Le mot imprimante, il ne veut rien dire. N'est-ce pas? Voyez. Donc, on a un exemple, au moins dans la marchandise. Et curieusement, la marchandise précède, pour une fois, le transport humain. Et on aura, pas des imprimantes 3D évidemment, on aura, je pense, des systèmes de plus en plus passionnants où vous ne pourrez plus dire que c'est physique ou que c'est numérique. Ok, merci. Tu sais que tu n'as pas cette place dans ta table ronde, dans cette table ronde. Donc il ne faut pas que tu parles trop souvent parce que tu dois nous abandonner vers 18h. Et la logique aurait voulu, puisque tu es un ancien opérateur, que tu participes à la seconde table ronde. Donc ça, c'est pour préciser les choses. Je ne suis jamais à ma place. Bon, on va tout de suite se préoccuper d'un mode, le mode ferroviaire. Mais qui a probablement lui aussi des ambitions hybrides, dont s'occupe Patrick Jeantet. Alors, en 2 mots, Patrick Jeantet, est-ce que depuis la création de RFF en 1997 jusqu'à la loi du 4 août 14 créant SNCF Réseau que vous présidez aujourd'hui et au drone que vous avez lancé récemment pour assurer la maintenance de ce réseau qui en a tant besoin, comment résumer finalement quelle est votre vision des choses? Vous êtes encore un jeune président de SNCF Réseau, et jeune président tout court, bien sûr. Et quelles sont rapidement dans la foulée les prochaines grandes étapes à vos yeux? Les grandes étapes. Alors moi, j'étais pas là depuis 1997, hein, donc je n'ai pas connu tout ça. Mais ce que je voudrais dire, ce qui est important pour moi, en gros, on a aujourd'hui un réseau à 2 vitesses. C'est très clair. On a le réseau des LGV, qui est un réseau extrêmement moderne, qui est un réseau qui fonctionne globalement bien, même si, évidemment, plus on met de trains sur une infrastructure donnée, à un moment donné, il y a des effets boomerang, etc. Mais fondamentalement, on a un réseau LGV qui marche extrêmement bien, sur lequel des investissements énormes ont été consentis, etc. Évidemment, tout le monde le sait, ça s'est fait au détriment du réseau classique. Or, le réseau classique, c'est le réseau du quotidien, c'est le réseau de 80% des passagers. Donc voilà en quelques mots le challenge pour demain. Alors j'aimais bien quand vous mettiez en avant les nœuds ferroviaires, enfin les nœuds, multimodaux, parce que c'est là que se situe le problème majeur pour le futur, hein, c'est dans les nœuds ferroviaires. Les nœuds ferroviaires sont le point faible du système. Je pense qu'on s'en est rendu compte il y a quelques années, etc. Comme d'habitude, hein, une machine ferroviaire, c'est une machine lourde. Donc la faire une inflexion, ça ne se fait pas en 2 minutes. Et donc la question, en effet, numéro 1, c'est maintenant, il faut donner la priorité à ces nœuds ferroviaires qui sont le point critique, le point faible, le goulot d'étranglement de tout le système ferroviaire du quotidien. Et à la maintenance, voilà. et à l'entretien. Et à la rénovation. Maintenance et renouvellement. Absolument. Alors, le sujet, donc là, comme vous le savez, on a un contrat de performance qui a été approuvé par l'État et par SNCF Réseau récemment. Oui, mais il faut que votre voisin de droite le valide, si je ne m'abuse. Absolument. C'est pour ça que j'ai bien dit qu'il a été approuvé par l'État et moi. Je n'ai pas dit qu'il a été signé, parce qu'on attend que mon voisin de droite, en effet, donne son avis. Et évidemment, on en tiendra compte. Donc le sujet, c'est que là, grâce à ça, on a une visibilité. Ça va nous donner une visibilité. C'est ça le grand acquis de ce contrat de performance, avec l'acquis précédent, qui était la réunification des différentes facettes du métier de l'infrastructure, qui va jusqu'au design et à l'ingénierie des sillons, hein, qui commence par là ou qui finit par là d'ailleurs, c'est le produit final. Donc c'est l'ensemble de cette chaîne-là qui a été réunie dans une entité opérationnelle qui était absolument nécessaire. Mais Patrick Jeantet, donc maintenant, je dirais, on a ces 2 piliers qui sont le pilier de la réunification dans SNCF Réseau, et puis de l'autre côté, le pilier du contrat de performance. Et puis après, et là je vais rebondir sur ce que vous disiez, après le sujet pour nous, c'est fondamentalement la modernisation, la transformation du métier.
car on a une expertise absolument incroyable à SNCF, mais on a des façons de faire qui parfois sont obsolètes. C'est un peu une litote. Hein. Donc aujourd'hui, le numérique pour moi est entre autres un des moyens extrêmement importants. Je dis le numérique au sens large, hein, il y a de l'automatisation de manière générale, enfin, toutes les nouvelles technologies qui vont permettre de changer notre façon de faire le métier pour accélérer la transformation, la modernisation, la rénovation du réseau. Et pour moi, en se focalisant évidemment sur le réseau structurant, parce que si le réseau structurant collapse, s'écroule, pas la peine de parler du bout du réseau. Hein, il ne servira plus à rien. Donc il ne faut pas oublier que le système ferroviaire, ça reste un système. Hein, et un des sujets, d'ailleurs, dans la gouvernance, qui est très intéressant et compliqué à résoudre, c'est qu'aujourd'hui, un TGV en retard à Marseille a un impact sur les TER à Lyon. Hein, et donc, se dire on va découper une gouvernance, par exemple, totalement régionale, ne fonctionnerait pas. À l'inverse, il est évidemment qu'il faut qu'il y ait une gouvernance régionale aussi, parce que les transports du quotidien, le passager du quotidien de la région lyonnaise, marseillaise, rennaise ou lilloise, on a besoin d'être au plus proche de ces bases. Donc la problématique de la gouvernance est assez complexe, puisqu'il faut une gouvernance régionale et en même temps une gouvernance nationale, parce qu'on a un système. Et donc il faut trouver le juste milieu sur ce sujet-là. À ce titre-là, la réforme territoriale qui concentre dans les mains de la région toute la mobilité régionale est une avancée formidable, dont les régions doivent s'emparer pour définir des plans stratégiques un peu de la mobilité, ce qu'ils pouvaient difficilement faire auparavant, puisqu'une grande partie était dans les départements. Alors après, reste évidemment l'interface avec les grandes métropoles, qui est sans doute un sujet, mais enfin, on a supprimé une interface, donc en supprimant l'interface, on a donné un outil, ou enfin une condition nécessaire pour pouvoir s'améliorer. Très bien. Est-ce que j'ai le droit de poser une question qui fâche? Parce que, vu qu'on est là pour faire un peu d'histoire aussi, est-ce que c'était une bonne idée de créer RFF en 1994 ? Est-ce que vous êtes heureux d'avoir succédé à Jacques Rapoport, qui avait, si j'ai bien compris, et je schématise forcément, pris la décision de partir ? Et est-ce que quelle est votre vision, même si vous n'étiez effectivement pas là à l'époque, mais vous étiez quand même pas très éloigné, et vous suiviez tout cela de relativement près, quelle est votre analyse rétrospective, et est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, grâce à la loi de 2014, les problèmes principaux sont résolus? C'était une excellente idée de réunifier la direction des circulations ferroviaires, SNCF Infra et RFF dans une même entité. C'était nécessaire, c'est pas forcément suffisant. Donc pour aller plus loin, pour réussir, c'était absolument nécessaire. Et ça, c'est un acquis indéniable. Maintenant, à nous, à SNCF Réseau, de transformer cet essai. Et à ce titre-là, je trouve que SNCF Réseau, c'est une entreprise formidable. Je veux dire, on a une expertise, des gens enthousiastes. N'oublions pas quand même, on a 1500 chantiers par an. Plus de 50% en 2016 se font la nuit. Ça sera 60 à 65% en 2017. Hein, y a combien d'industries en France qui travaillent majoritairement la nuit ? Donc l'engagement de tous ces gens est formidable. Et ça, on le dit pas assez. Hein. Alors certes, après, on a d'autres sujets. Il faut qu'on soit plus souple, plus agile, ça c'est clair. Les technologies modernes vont nous y aider. Mon discours à l'intérieur d'ailleurs de SNCF Réseau est très simple. Il est de dire une innovation, fondamentalement, c'est pas une technologie, une innovation, c'est une façon de faire différente. Hein, certes, grâce à la technologie, on peut le faire. Hein, ça aide, c'est évident. Hein, d'ailleurs, l'Internet n'est foncièrement pas une innovation technologique. C'est une innovation d'abord de façon de faire, d'être, d'usage, comme on dit. Donc voilà, l'histoire des drones, c'est ça. Mais aujourd'hui, les drones, d'abord, c'est pas moi qui l'ai initié, c'était initié avant moi, il y a 2 ans. Hein, les gens que j'ai vus extérieurs, qui ont vu il y a 2 ans ce qu'on faisait, ce qu'on fait maintenant, on dit sacré progrès. Le grand enjeu pour SNCF Réseau sur les drones, c'est comment, à partir des usages qu'on a définis, on a défini un certain nombre d'usages, d'abord certains, il faut les abandonner, parce que c'est ça, hein, l'innovation, il ne faut pas hésiter à abandonner des choses qui ne marchent pas. Et d'autres, je vais revenir, et d'autres, il faut sans doute il faut les généraliser comme étant notre nouvelle façon de faire l'inspection de viaducs, par exemple, de grande hauteur, ou de talus verticaux, ou auxquels, au lieu d'envoyer des gens prendre des risques, on envoie des drones qui font suivant différentes longueurs d'onde, d'ailleurs, un diagnostic des images très précises qui nous permettent d'analyser les défauts au bureau, au lieu de les analyser quand vous êtes au bout d'une corde sur un viaduc, ce qui est quand même plus difficile. Merci beaucoup, on va y revenir. Alors, après de RFF à SNCF Réseau,
examinons le passage de l'ARAF à l'ARAFER. Alors là aussi, Bernard Roman, vous étiez sous d'autres cieux, si je puis dire, avec d'autres préoccupations. Mais suiviez-vous d'ailleurs à l'époque, en tant que député, l'évolution de l'ARAF à l'époque, le travail qui faisait Pierre Cardot, et qu'on pourrait résumer dans une sorte de prise de pouvoir et d'indépendance progressive, avec aujourd'hui une voix qui porte et que M. Jeantet est bien obligé de respecter, même s'il ne le voulait pas. Mais, donc, comment retraceriez-vous quelle vision avez-vous de cet historique? Je crois qu'on l'a sous-estimé. On a sous-estimé le rôle qui était celui de l'ARAF lorsqu'elle a été créée en 2009. Elle s'est installée en 2010. L'ARAF est issue du droit communautaire, d'une obligation communautaire, puisque en libéralisant le rail, l'Europe a souhaité que dans chaque pays, il y ait une instance indépendante, une autorité indépendante, qui puisse veiller à l'égalité d'accès de tous les opérateurs au rail. On a l'impression que c'est nouveau parce que, mais je crois que ça fait partie aussi du contexte dont Patrick Jeantet vient d'évoquer un aspect sur l'état d'esprit de ces troupes de la SNCF. C'est en 1991 que l'Europe a décidé l'Europe ferroviaire. Il y a eu 3 paquets depuis. On a ouvert le fret international, puis le fret national, puis les voyageurs internationaux. Anticipez sur ce que va dire Michel Savy. Oui. Ah pardon. Là, on a juste su ce que nous on avait à dire. On ne savait pas ce que les autres allaient dire. Hein, donc. Et puis là, le 4e paquet ferroviaire qui ouvre aux voyageurs l'ensemble du marché, les TGV d'ici 2020, les TER en 2023, vient d'être voté à Bruxelles. Et donc il fallait une autorité indépendante qui veille aux conditions d'accès de tous les opérateurs qu'ils souhaitaient. C'était l'ARAF. Puis il y a eu la loi de juillet 2015, la loi Macron, qui, multimodalité oblige, a élargi le rôle de l'ARAF au transport par car, ce qu'on appelle les cars Macron, sur lesquels j'entends dire beaucoup de bêtises aujourd'hui. Ah oui. Dans la période présidentielle qui s'ouvre, on entend dire beaucoup de bêtises. C'est un nom qui porte. Et j'invite tous ceux qui veulent s'exprimer sur ces questions à aller sur le site de l'ARAFER, puisque nous avons un observatoire qui publie tous les trimestres une étude quantitative sur les cars Macron et qui vient de publier une étude annuelle, 1 an de bilan des transports par car, qui montre par exemple, puisque j'entends dire que ça pique des voyageurs aux uns et aux autres, on vient sur 5 200 000 passagers en 1 an qu'on interroge, ce n'est pas un sondage, on interroge les passagers des cars Macron. 20%, 1 million à peu près, un petit 1 million, disent s'il n'avait pas eu les cars Macron, on n'aurait pas bougé, on ne se serait pas déplacé. Ce qui veut dire que les cars Macron ont créé une nouvelle demande de mobilité. Et donc, et puis... En piquant à la fois un petit peu au TGV, alors on pique au TGV. Et au covoiturage. Ça pique au TGV et à la route, oui. Mais au TGV sur les lignes les plus fréquentées et les plus rentables du TGV, Lille-Paris et Lille-Lyon. Et pourquoi ? Parce que quand on interroge la clientèle, elle nous dit, nous, le facteur prix est très important, le facteur temps n'est pas important. Donc, les gens qui sont en déplacement pour voyage familial ou les jeunes qui veulent se déplacer prennent plus facilement le car Macron, toilettes, Wi-Fi dans tous les cas. On n'a pas le Wi-Fi dans tous les trains dans notre pays. Et puis, ils voyagent tranquillement pour faire le Lille-Paris. S'ils veulent faire un Paris-Lille à minuit, on ne le fait pas en train, on le fait en car Macron. Et on le fait en 2h15, alors qu'en TGV, on le fait en 1 heure. Mais le facteur temps a moins d'importance. Et donc, les cars Macron, les autocars, avec plusieurs missions sur les autocars, dont celle de l'Observatoire, qui est très importante, puisque notre observatoire, qui est maintenant multimodal, permet de donner des images de des mouvements de la mobilité dans notre pays. Je rejoins ce que disait M. Amar tout à l'heure. Ça bouge énormément. Ça bouge énormément. Ça change énormément. Sur les cars Macron, 92% des voyageurs ont réservé par Internet. Tablette, smartphone, 92%. Et donc, c'est essentiel de connaître ça aussi par rapport à ce que vous évoquiez. Et puis, nous avons eu aussi, 3e élément que nous a donné la loi de juillet 2015, les autoroutes, avec le contrôle des concessions d'autoroutes sur le plan économique, sur le plan des marchés, sur le
plan des contrats de concession. Quand vous dites contrôle, oui, c'est pas tout à fait. Par exemple, vous n'intervenez pas sur le niveau des péages. Non, revanche, on vous intervient. intervenez sur leur justification. Oui, s'il y a un contrat de concession ou une modification d'un contrat, un avenant à un contrat qui a une répercussion ou sur la durée ou sur le niveau des péages, notre avis est nécessaire. Et donc nous examinons ces contrats. Notre avis n'est pas conforme, mais notre avis compte beaucoup. Il suffit d'ailleurs de voir quel est l'écho qui est donné, par exemple, à la dernière étude qui a été faite, puisque nous avons évalué les conséquences du gel des tarifs des péages en 2015 par le gouvernement, qui était la conséquence d'un tollé qui était intervenu parce que les péages étaient trop chers et que les autoroutes gagnaient trop d'argent, les autoroutiers gagnaient trop d'argent. Et on se rend compte, dans les calculs que l'on a fait, que finalement, ce blocage des péages en 2015, qui est compensé par une augmentation sur plusieurs années entre 2019 et 2023, conduit à des recettes plus importantes pour les sociétés d'autoroutes que si on avait maintenu les péages en 2015, au niveau l'augmentation au niveau où elle devait être. Donc maintenant, on est vraiment un régulateur multimodal, et c'est vrai que par rapport à ce que disait M. Jeantet maintenant, on a une mission qui s'est largement, qui s'est élargie d'une manière très importante à la surveillance de la santé économique du secteur ferroviaire. Oui. Et là, c'est une tâche immense et un enjeu immense qui est devant nous, car moi je le pense, si nous ne prenons pas le problème à bras-le-corps, le secteur ferroviaire en France est en danger. C'est la tonalité d'un excellent article qu'a écrit Michel Valrave dans la revue Transport. J'ai lu ça. Hein, où c'est ça qui est dit, Michel, hein, en un mot. Hein, et c'est un connaisseur. Juste une petite, pour terminer, on va revenir là-dessus sur votre intervention. Une petite question un peu iconoclaste. Il y a un secteur qui n'est pas du tout régulé, qui est le secteur aérien. Oui. Il se trouve que nous le traitons dans la revue, puisque nous traitons tous les modes. Il ne sera pas représenté officiellement. Le fluvial aussi. Le fluvial va en revanche être parfaitement défendu, entre guillemets, par Marc Papinutti tout à l'heure. Mais ce ne sera pas le cas de l'aérien. Est-ce qu'il faudrait réguler davantage ? Oui. Par exemple, alors c'est pas tout à fait la même question, mais est-ce qu'il faut que l'aérien, que le kérosène soit taxé, par exemple ? Enfin bon, ça nous emmène un peu loin, mais juste votre avis en deux mots. Sans entrer dans le détail, chaque fois qu'un gouvernement, quel qu'il soit, et quel que soit le pays européen qui est concerné, veut réguler sans réguler, c'est-à-dire veut faire semblant de réguler, il crée un service rattaché au ministère des Transports. C'est ce qui était le cas avant la création de l'ARAF. Il y avait une cellule rattachée au ministère des Transports qui était censée faire la régulation. À l'époque, on n'était pas à l'ouverture, mais on commençait l'ouverture quand même, avant l'ARAF. Ils ont fait la même chose sur l'aérien. Il y a un service, une cellule, rattachée au ministère des Transports qui fait la régulation. Et moi, je pense qu'il n'y a pas de régulation sans indépendance. Et donc, je suis réellement partisan qu'on réfléchisse en France, comme c'est le cas en Italie, par exemple, à ce que la multimodalité aille jusqu'à l'aviation. Et pourquoi pas, la question s'est posée, d'ailleurs, lors de la loi Macron, il y a eu des amendements dans ce sens à l'Assemblée nationale et au Sénat, cher Louis, pour évoquer le fluvial aussi, même si la question de la régulation dans le fluvial est complètement différente de la régulation dans le ferroviaire ou dans l'aérien. Parfait. Michel Savy, Bernard Roman a un peu évoqué l'Europe à travers les livres blancs. Qui gouverne les transports ? C'est la France ou c'est l'Europe ? Enfin, on pourrait poser la question pour les différents pays. Est-ce que globalement, la gouvernance des transports est passée entre les mains de l'Europe ? Et est-ce que la crise actuelle de l'Europe pourrait avoir des conséquences sur cette situation ? Non, tu nous ressors le joker que beaucoup d'hommes politiques en France jouent et rejouent depuis très longtemps. C'est la faute à Bruxelles. Ah non, je ne dis pas ça. Les décisions à Bruxelles sont prises par les chefs d'État. Ou par des chefs de gouvernement, ou par des ministres compétents dans les conseils techniques, etc., et par le Parlement, que nous élisons au suffrage universel direct, en codécision désormais avec les réformes successives de l'Union. Donc ce n'est pas Bruxelles qui décide, c'est nous, nos représentants, avec d'autres, avec des Polonais, des Portugais et d'autres, prenons des décisions. Alors effectivement, une fois qu'une décision est prise, ensuite il y a tout un jeu de transposition. Les directives
se transposent. Les règlements s'appliquent tels quels, mais les directives se transposent. Donc il y a toute une marge d'interprétation, d'adaptation, de nuances, et parfois remise en cause. Donc il y a une marge de liberté aussi, une fois la décision prise, dans son application. Mais je pense qu'il ne faut pas dire que c'est Bruxelles qui décide, ni les nations. On a délégué une partie de nos compétences. Le transport fait explicitement partie des compétences partagées entre le niveau national et le niveau communautaire. Et je crois qu'il faut observer une sorte de jeu dialectique beaucoup plus subtil que ça. Je prends un souvenir ancien. C'était une initiative française et néerlandaise pour créer une formation obligatoire des chauffeurs routiers. Pour professionnaliser, pour élever la qualification, pour des raisons de sécurité aussi, etc., etc. Ça a pris plusieurs années, mais au bout du compte, une initiative nationale est devenue une décision européenne applicable à tous. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est d'ailleurs bien appliquée partout. Le monde européen est complexe et on sait que les formes de concurrence légale et illégale, légitimes et illégitimes en matière de transport routier sont nombreuses à l'intérieur de l'Union. Mais ça montre bien qu'on a un jeu compliqué. Je pense qu'en ce moment, pour reprendre l'exemple du routier, mais on pourrait développer la question du ferroviaire, il est clair que le gouvernement actuel a posé la question du cabotage et de ses applications, de l'application de la directive détachement. C'est un enjeu social, économique considérable. Les entreprises françaises de transport routier ont pratiquement disparu du marché international, sauf si elles créent elles-mêmes des filiales quelque part, et pour profiter, au lieu de subir les décalages de coûts directs, de coûts salariaux, de coûts fiscaux à l'intérieur du marché unique. Et donc là, on voit bien un gouvernement qui prend l'initiative d'essayer de porter la question au niveau européen et de trouver des alliés, et de savoir aussi qu'il y a des pays qui vont être plus que réticents, voire hostiles à toucher la situation actuelle. Donc il faut qu'on intègre dans une stratégie des transports nationaux, et en ce moment, la question va se poser, on est à la veille des élections présidentielles et législatives. Il serait bien que les candidats ou les candidates, mais il y a peu de candidates cette fois-ci, s'il y en a quand même une assez importante dans mon esprit, réfléchissent à une stratégie, à une vision politique qui touche la multimodalité, la complémentarité, les usages, etc. Pour le transport de fret, c'est aussi la logistique, qui est une autre façon. Je pense qu'au transport de voyageurs, l'introduction de la notion de mobilité a un peu son équivalent au transport de marchandises, l'introduction de la notion de logistique. Bref, il faut que la stratégie nationale des transports dont notre pays a besoin ait évidemment un volet européen et une vision d'articulation d'une vision européenne et d'une vision nationale. Alors, justement, tu viens d'évoquer le fret, et en même temps, j'interroge Patrick Jeantet en même temps. Le fret, le transport de marchandises est largement dominé par la route, avec un certain nombre de questions sous-jacentes. C'est un secteur où il y a beaucoup de faillites, par exemple, et qui est accusé de créer des coûts externes importants, de ne pas payer ses coûts. Quelle est ta vision des choses? Et en même temps, dans la foulée, s'il le veut bien, est-ce que Patrick Jeantet pourra nous dire un mot du fret ferroviaire, qui est... Tu as évoqué la crise du ferroviaire en général, mais le fret ferroviaire n'est pas au mieux de sa forme, c'est le moins qu'on en puisse dire. Et comment ça peut... Alors, toujours, si vous voulez bien, l'un et l'autre, vous placer dans une perspective historique, parce que, s'agissant du fret ferroviaire, il y a eu une chute effroyable depuis... là, en fait, les 60 ans de la revue, sans remonter à ces 60 ans, la chute est vertigineuse. Je n'ai pas parlé de crise ferroviaire, je ne sais pas pourquoi tu me dis que j'en ai pas. Je ne crois pas avoir parlé de crise ferroviaire. Non, c'est moi qui en parle. Le pic, mnémotechniquement, c'est facile. C'est 1974, oui. 74 milliards de tonnes kilomètres ferroviaires en France. On doit être quoi, au tiers maintenant, quelque chose comme ça. 30, voilà. Oui. Donc on n'a perdu que 60% des trafics. Dont 25% pour les 40% pour les nouveaux entrants. Bon, on pourrait passer toute la soirée sur les questions de freelance, donc je vais être très superficiel. Mais première observation, la répartition modale européenne, je parle de la moyenne des 27 ou 28, enfin 27,5 avec la Grande-Bretagne, est tout à fait particulière à l'Europe. Je veux dire que quand on va en Russie, c'est pas pareil. Quand on va en Chine, c'est pas pareil. Quand on va au Canada, quand on va aux États-Unis, on a des répartitions modales très différentes. Donc on a une surreprésentation de la route en France et en Europe, qui est un acquis historique, mais qui, premièrement, n'est pas irréversible, enfin irrémédiable, mais pour changer les choses, il faut beaucoup de temps. On a d'ailleurs des contre-exemples. Regardons à côté de chez nous la Suisse, qui est pourtant un pays petit par la taille, donc a priori
sa dimension géographique est un handicap au chemin de fer et qui pourtant a réussi, parce qu'il y a une volonté politique assidue depuis longtemps, plus des procédures de décision politique, le vote, la votation d'initiatives populaires, qui en font que le partage modal suisse est totalement atypique, avec une part du fer très supérieure à la française. Regardons l'Autriche, qui est dans l'Union, qui a aussi réussi, avec une constance politique, etc., à défendre une part modale assez différente. Quant à la France et l'Allemagne, le Forum international des transports nous donne des statistiques depuis l'année 1970. Donc on a plus de 40 ans de recul. En 1970, le fret ferroviaire allemand et le fret ferroviaire français étaient à égalité en volume. Aujourd'hui, la France est au tiers. Donc à l'intérieur même de l'Europe, cette diversité de trajectoires montre qu'il y a aussi des marges de liberté. Alors je comprends très bien que redresser la situation française, c'est très difficile et je ne jetterai pas la pierre aux gens qui en ont la responsabilité. Oui, mais voilà, il faut qu'on se repose la question, mais en même temps, il y a des discours anti-routiers qui sont assez grossiers, assez ridicules. La route n'est pas... Le chemin de fer ne peut pas faire la desserte locale. Il n'y a pas... D'ailleurs, si on prend le recul historique, en 1920, qui a été l'acmé du réseau ferroviaire en France, il y a un chevelu, comme on dit, qui couvre l'ensemble du territoire. Il n'y a pas un chef-lieu de canton qui n'est pas une gare, y compris pour les marchandises. Et depuis, on voit que le réseau s'est rétracté sur ces axes les plus importants. Et donc, la multimodalité, pour ce qui est du fret, elle est inévitable. Donc, désormais, le chemin de fer n'a plus ce rôle de couverture du territoire qu'il a eu historiquement. Il doit se concentrer sur des marchés notamment pour le fret, sur des marchés plus étroits, mais où, par contre, les conditions de distance, de massification, de régularité des trafics, compte tenu de sa productivité technique intrinsèque, lui donnent la moyen de résister à la concurrence routière. Et je finis avec un mot. Imaginons que par une baguette magique, on arrive à faire payer à la route tous ses coûts externes. Mettez des guillemets, si vous voulez, là-dedans, parce que ces questions-là, entre spécialistes, ne sont pas tranchées. Et entre deux excellents spécialistes, on aura des écarts de 1 à 10 dans la monétarisation des coûts externes. Eh bien, ça ne suffirait pas à faire changer les choses. Je veux dire que si le chemin de fer attend son salut d'une pénalisation de la route, il est mort, pour le fret. Donc il faut bien sûr faire payer à chaque mode ce qu'il doit payer, et peut-être que la route ne paye pas ce qu'elle devrait payer, j'en conviens, mais il faut aussi que le chemin de fer fasse sa révolution industrielle et trouve ses marchés pertinents. Bruno Gazot nous dira un mot de ça tout à l'heure, sa vision des choses sur les coûts externes. Patrick Jeantet et ensuite Georges Amar qui voulait dire un mot. Oui, sur le fret, deux choses. Du côté du chemin de fer, on a un réseau ferré en France qui, aujourd'hui, n'est pas un réseau favorable au fret. Vous prenez le réseau allemand, par exemple. Dans le réseau allemand, vous avez des possibilités de routes alternatives à peu près partout. En France, ce n'est pas le cas. Premier point. Deuxième point, on met donc sur ces mêmes lignes du transport de passagers et du fret. Donc, évidemment, il y a une incompatibilité structurelle. Donc, en Allemagne, ça fonctionne parce qu'il y a des chemins alternatifs. Donc, quand il y a un problème, on peut les faire passer ailleurs. En France, on n'a pas ça. Donc, ça veut dire que si un jour, on veut vraiment avoir une politique de fret importante en France, en ferroviaire, il faudra investir dans un réseau ferroviaire plus maillé. En parallèle de ça, il faudra qu'on ait une politique routière favorable au fret ferroviaire un petit peu. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, les externalités, alors en effet, ça va de 1 à 10. Néanmoins, aujourd'hui, les externalités, elles ne sont pas payées. On est d'ailleurs le seul pays européen où il n'y a pas de taxe poids lourd. Il faut être clair. Donc c'est un choix politique. D'avoir essayé. Non, mais évidemment, ce n'est pas l'un sans l'autre. L'un va avec l'autre. Il faut que dans les deux, on ait des plans d'action. Aujourd'hui, force est de constater qu'ils n'y sont pas. Voilà, c'est tout. Après, on a tout un tas de choses à faire, nous, en interne à SNCF aussi, pour s'améliorer. Je ne le dis pas. Sur étant plus flexible, sur les sujets de gabarit, etc. On a tout un tas de sujets, mais sur les sillons en particulier, comment construire des sillons plus performants, etc. Donc ça, on y travaille. On a de la marge de manœuvre pour améliorer, bien sûr. Mais ce sera un élément, mais ça ne sera pas l'élément essentiel. Il ne faut pas rêver. Troisième chose, n'oublions pas que ce plan de rénovation qui a été lancé, qui va s'accélérer grâce à ce
contrat, qui nous donne grâce au plan de performance qui nous donne de la visibilité, etc. N'oublions pas qu'on le fait essentiellement, et l'objectif c'est remettre à niveau et rajeunir dans le futur ce réseau structurant qui, comme je vous le disais, 50% des travaux se font la nuit. Évidemment, le fret est impacté par cela. Et ça, tant qu'on n'aura pas mis à niveau, le fret en souffrira un peu plus que le voyageur. Juste une petite, pour mettre une petite touche de prospective, si je peux dire, dans cette réflexion sur le fret. Moi, je ne suis pas du tout un expert du fret, mais j'ai eu l'occasion d'y réfléchir en intervenant il y a quelques temps à la FNTR, d'ailleurs. Et vous disiez tout à l'heure qu'en effet, il y a un pendant de la mobilité pour le fret. Et en effet, on peut aujourd'hui parler, peut-être commencer vraiment à parler d'une mobilité des objets. Surtout qu'il est question, maintenant, les objets sont intelligents, sont connectés, il y a de l'Internet des objets, il y a de l'Internet physique, comme certains disent, etc. Donc il faut vraiment se mettre dans une perspective novatrice. Alors, et du coup, le retard, enfin, je ne sais pas, le problème du fret ferroviaire, il ne faut pas évidemment envisager une espèce de retour. Bon, et au contraire, peut-être s'appuyer sur ça, je ne sais pas comment il faut s'appuyer, mais en tout cas, regarder devant. Le regarder devant, ça veut dire qu'il faut voir vraiment qu'est-ce que ça veut dire qu'une mobilité des objets qui ne sera plus du transport de marchandises. L'expression transport de marchandises, ça c'est du vieux paradigme, si je peux dire, hein, en barre. Enfin, alors, qu'est-ce que ça veut dire la mobilité des objets? Alors on peut fantasmer plein de choses, mais... Je propose comme formule. Non, mais il y a mobilité des objets. Ah, mobilité des marchandises. Voilà. Oui. Des objets. Ah, des objets. Les objets sont intelligents désormais. La marchandise, on voit un paquet, une caisse. Non, les objets... Bon, alors, on commence à voir ça. J'ai parlé tout à l'heure de l'imprimante 3D, mais il n'y a pas que ça. Il y a des trucs un peu amusants qui sont sans doute des gadgets, peut-être, mais le colis voiturage, comme on dit, etc. Le covoiturage, personne n'y croyait. Et maintenant, Blablacar est un concurrent. Mais alors, et pourquoi le colis voiturage? Enfin, colis voiturage, vous savez ce que c'est. Voilà. Je profite d'une voiture qui va quelque part, le coffre est vide. Bon, etc. Bon, donc en tout cas, il faudrait regarder la question de l'objet d'une manière prospective. Et en effet, puisqu'on a pris du retard, profitons-en pour être en avance, si je peux dire. Enfin, bon, c'est des belles paroles, mais en tout cas, au lieu de regarder. Donc, alors, évidemment, le ferroviaire, c'est très important. Vous disiez réseau structurant. On peut être structurant pour autre chose que pour du ferroviaire. Enfin, en tout cas, ou s'appuyer sur des réseaux lourds pour faire du léger. Enfin, bon, c'est un peu des mots, tout ça. Mais comment on peut s'en servir? Il y a des réflexions sur ce qu'on peut faire avec des réseaux lourds qui ne soient pas simplement de mettre des rails et des locomotives et des trains. On peut faire peut-être d'autres choses. Bon. Mais en tout cas, à mon avis, le domaine de l'objet, de la marchandise, etc., est un domaine extrêmement riche d'avenir. Pas seulement pour la logistique au sens de la rationalisation, mais au sens où une logistique créative, tout à fait radicalement différente à l'ère du numérique. Bernard Roman. Oui, sur cette question, puisqu'on y travaille beaucoup sur le travail qu'on fait en lien avec SNCF Réseau. Je suis d'accord avec M. Amar sur une partie du transport des objets, mais il n'en reste pas moins que nous, quand on reçoit des opérateurs de transport de fret, ils nous parlent du sable, ils nous parlent des véhicules qu'ils vont chercher dans des véhicules allemands qu'ils vont chercher dans des usines d'assemblage espagnoles pour les ramener en Allemagne une fois qu'elles sont assemblées. Ils nous parlent de pondéreux, ils nous parlent de blé qu'ils livrent dans les meuneries d'une manière régulière. Et à part la téléportation, il faudra continuer à transporter ces objets. Et donc, on ne doit pas s'exonérer d'une réflexion sur une amélioration du fret ferroviaire en France. Et je pense de ce point de vue-là, ce que disait Michel Savy, qu'il va sans doute falloir se recentrer sur des grands corridors sur lesquels, desquels il faudra trouver des moyens complémentaires de transporter les marchandises. C'est déjà le cas avec le transport combiné. C'est vrai qu'on ne peut pas transporter les marchandises de l'origine à la destination. Et donc, il y a déjà de la multimodalité. Mais je crois qu'il ne faut pas s'exonérer de cette réflexion et que de ce point de vue-là, la France a fait une énorme erreur depuis 20 ans, c'est d'avoir abandonné l'entretien de son réseau au profit de la grande vitesse. On a totalement abandonné l'entretien du réseau. Et donc, il y a aujourd'hui 10 ans, c'est le contrat de performance, 10 ans à 3 milliards d'euros par an d'investissement pour que Réseau retrouve un réseau national qui puisse retrouver sa pleine puissance. Et il faut tenir pendant cette période, c'est ça l'enjeu. Hein. Il faut tenir et il faut essayer de répondre à la demande de sillon des transporteurs de fret. Parce que c'est là aussi un vrai enjeu. Si on ne veut pas qu'ils se cassent la figure, ce qui arrive, vous l'avez évoqué, il faut pouvoir leur donner les sillons dont ils ont besoin. Lorsque
j'évoquais cette question, mais Patrick Jeantet connaît bien le problème puisqu'on en a parlé. Lorsqu'un transporteur veut transporter des véhicules de l'Espagne à la frontière allemande et qu'il ne peut pas avoir un sillon continu de l'Espagne à la frontière allemande, mais qu'on l'amène à Saint-Pierre-des-Corps pour lui dire « Attendez, on vous donnera un autre sillon pour la frontière après », il finit par renoncer ou par mettre ses voitures sur des camions. Et donc, là aussi, il faut être capable, tout en menant cette politique de travaux qui est essentielle, de répondre à ces sollicitations. Georges, puisque je sais que tu dois partir, tu as un livre en main, tu penses qu'on ne parle pas assez d'un mode largement dominant en milieu urbain, d'ailleurs, qui est la marche. Hein, et donc, tu souhaitais en dire un mot. Alors, historiquement, tu ne vas pas refaire l'histoire de la marche, parce que là, ça fait remonter à... Non, je plaide d'abord pour que au-delà des 60 ans. La marche est un mode d'avenir. On croit que c'est le plus vieux des modes, mais le corps est un des objets les plus extraordinaires. Et la science, la neuroscience, etc., la robotique aidant, tout ça, le mode de transport de demain, c'est le corps humain. Enfin, c'est pour la beauté de la rime, si je veux dire. Et il y aura de plus en plus le piéton augmenté, etc. Bon, je m'amuse toujours à dire que le vélo, c'est le vélox bipède, hein, c'est le bipède accéléré, n'est-ce pas? Et donc voilà, donc l'avenir, la marche a un grand avenir. Et aussi, pour ceux que ça intéresse, je signale, il y a un livre qui vient de sortir il y a juste une semaine d'ailleurs, qui s'appelle Le génie de la marche. Je vous recommande, les actes d'un colloque à Cerisy, où vous trouverez de tout, depuis les neurosciences jusqu'à l'urbanisme, en passant par les artistes et les poètes. Enfin, il y a un peu de tout. La marche est un système extrêmement intéressant, mais la technologie aidant, la marche va devenir vraiment, le corps qui marche, va devenir quelque chose d'intéressant pour l'intermodalité et pour beaucoup d'autres choses. Et c'est pas une opposition, bien entendu. Hein. La marche n'est pas un mode. C'est pas un mode comme les autres. La marche, c'est la marche inside, comme on disait, Intel inside. Tous les modes ont la marche à l'intérieur, et je crois que vraiment, et puis tout simplement, c'est la personne. Le centre de gravité de la mobilité de demain, qui n'est pas le transport, justement, c'est plus le transporteur, c'est la personne mobile. De plus en plus, l'objet mobile et la personne mobile vont devenir le centre de gravité. Il faut penser objet mobile, personne mobile, et la marche, c'est une des formes essentielles de cette mobilité de la personne. Voilà, c'est un petit quart d'heure de Avant que tu partes et qu'on close cette conférence, est-ce que... des questions jaillissent ou non de la salle? Parce que beaucoup de sujets intéressants ont été évoqués, qui mériteraient, comme tu l'as rappelé pour le fret, de longs discours. Alors, Alain Bonafou. Non, mais je ne peux pas résister à cette question avec le plateau que nous avons là. Elle s'adresse à la fois au président de SNCF Réseau et au président de l'ARAFER. Je voudrais simplement savoir ce que serait leur scénario dans le cas où on couperait la tête aux 3 épiques, c'est-à-dire on supprimerait les pics de tête. Je voudrais savoir si SNCF Réseau se sentirait écervelé et si l'ARAFER se sentirait affaibli. C'est plus simple pour moi de répondre que pour le président de SNCF Réseau. De se couper la tête. Nous avons publié un rapport sur l'examen de l'application de la loi 2014, la loi ferroviaire, dans laquelle nous disons explicitement qu'il nous semble que la situation précise de l'épique de tête doit être réexaminée. C'est une réponse à votre question, mais je crois qu'il y a une restructuration encore. Nous considérons que la loi de 2014 a été une étape nécessaire, mais je crois qu'il va falloir aller plus loin. Sur les pics de tête, juste pour préciser, il y a différents types de fonctions dans ces pics de tête. Je dirais il y a à peu près 9000 personnes aujourd'hui. 90% ou plus de 90% sont en fait des services de centres partagés ou des prestations pour compte des 2 épiques opérationnels que sont mobilité et réseau. Je pense à la paie, je pense à la compta fournisseur, je pense à l'immobilier, je pense à la SUGE. Aujourd'hui, l'immobilier, par exemple, est géré par une division et une direction immobilière plutôt qui est dans les pics de tête, qui a été d'ailleurs un énorme progrès. Il faut savoir que dans la configuration précédente, il suffit d'ailleurs d'interroger à peu près tous les maires de France, ils vous diront la même chose. Il suffisait que RFF dise je fais un deal pour réaménager, je vends un terrain, puis j'ai des droits à construire à droite avec le maire pour le réaménagement d'une gare, chose
extrêmement classique et très importante, il y en a de plus en plus, pour que SNCF dise c'est pas possible, et réciproquement. Un moyen quoi, il n'y avait aucun pôle réaménagement de centres-gares, et on sait que dans les villes moyennes françaises, il y a énormément de centres-gares, enfin de quartiers autour de la gare qui étaient en déshérence, sur lesquels les maires ont des projets de réaménagement et de redynamisation plutôt de ce quartier. Ça passe forcément par la gare, par les terrains qu'ont SNCF Mobilité au réseau. Donc là, donc c'est forcément un réaménagement concerté. Et voilà, la direction immobilier dans les pics de tête, c'est une bonne idée. Ça représente pas mal de gens. Donc voilà, et tous ces services-là, c'est 90% des pics de tête. Donc avec Guillaume Pépi, pour être très clair, on a des idées de réforme de ces pics de tête, en effet, pour viser plus d'efficacité, fondamentalement. Puis après, vous avez une petite partie des pics de tête qui est plutôt la stratégie du ferroviaire à long terme, la marque SNCF, etc. Donc là, mais qui est une petite partie. Voilà. Mais le gros de cette pics de tête, gardons-le quand même en tête, ce sont des services qu'il faudrait de toute façon, d'une manière ou d'une autre, réaliser sans ça. Si on décide de les descendre, par exemple, une partie de les descendre dans les épiques mobilité et réseau, on devrait les faire. Donc voilà. Moi, je pense qu'il faut évidemment faire une réforme pour alléger ça. Guillaume Pépi est assez aligné avec moi d'ailleurs, on est alignés tous les deux là-dessus. Là, voilà, étape suivante. Dans la restructuration, je me permets de le dire pour M. Bonafou, il y a quelque chose de plus urgent à faire que cette question, c'est le problème des gares. Gares et Connexions, qui relève encore de mobilité, ne peut plus rester à mobilité. On ne peut pas gérer les gares et être le garant d'une ouverture bien faite du marché. Donc nous militons ardemment pour que les choses se fassent le plus rapidement possible. La sortie des gares de SOS Mobilité ou un EPIC supplémentaire ou un rattachement à réseau, pourquoi pas, mais en tout cas pas un maintien dans la structure mobilité. Il faut décider rapidement, mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça va être, il y a un dispositif législatif réglementaire, au moins réglementaire à mettre en place. Je pense qu'on arrive dans une période où il n'y aura pas beaucoup de règlements de cette nature qui vont être arrêtés. Et donc, il faudra attendre la fin de l'année pour pouvoir mettre en œuvre. On a parlé dans cette passionnante table ronde de presque tous les acteurs de la gouvernance. Il me semble qu'il en manque un qui s'appelle les entreprises. Parce que finalement, où se passe la mobilité? Qu'est-ce qui génère la mobilité? C'est l'activité des entreprises. Que ces entreprises s'appellent Carrefour, un grand CHU, une université, tout ça, ce sont des lieux dont la conception, l'organisation génère ou ne génère pas de la mobilité, ou génère différentes formes de mobilité au sens où Georges Amar nous l'expliquait tout à l'heure. Donc ma question est finalement simple. Qu'est-ce que nous pouvons attendre de ces acteurs qui vont d'ailleurs avoir une nouvelle obligation en 2017, c'est de réaliser eux-mêmes des plans de mobilité, du moins pour toutes celles qui ont une certaine taille et se trouvent incluses dans les périmètres de plans de déplacement urbain. Oui, bonsoir, Guy Lebras, donc directeur général du GART. J'ai une question pour Monsieur Roman. En 1991, il existait en France deux groupements de transporteurs, un qui s'appelait France Ligne, l'autre qui s'appelait Convergence, qui a regroupé la quasi-totalité en fait, des grands acteurs du transport interurbain par autocar de l'époque. J'étais d'ailleurs secrétaire général d'un des deux groupements, et je peux vous dire que les cars Macron, c'était effectivement ce qu'on voulait mettre en place à cette époque-là. Et nous n'y sommes pas arrivés. Est-ce que vous ne trouvez pas inquiétant qu'une aussi bonne idée, puisque vous nous avez dit tout à l'heure que ça répondait véritablement à un besoin, il faille 25 ans dans notre pays pour pouvoir la mettre en œuvre? Moi, j'ai tiré une expérience de 35 ans de vie politique, c'est que la société va toujours plus vite que la politique. Et qu'il ne faut pas se plaindre qu'une bonne idée devienne une réalité, même si on peut se plaindre qu'elle le devienne trop tard. Donc l'écart Macron, on se rend compte que ça répond à une demande, ça permet à des gens qui ne voyageaient pas de voyager, ça permet à des gens qui ont peu de moyens de voyager moins cher, même si c'est plus longtemps, et d'une manière confortable, dans de bonnes conditions. Il y a encore beaucoup de travail sur l'écart Macron, parce que nous, notre défi principal, c'est maintenant les gares routières. La dernière décision de l'État
qui concerne les gares routières dans notre pays. Qui parlait des cars chaussons tout à l'heure? C'était Philippe Duron. Moi, j'ai connu les cars Citroën aussi. Je ne sais pas si certains de mon âge ont dû connaître ça dans l'assistance. La dernière décision de l'État concernant les gares routières, c'est 1946. C'est une ordonnance qui organisait le fonctionnement des gares routières. Et il n'y a pas eu un texte, ni réglementaire, ni législatif, sur les gares routières depuis. Là, on est en train d'essayer de faire le registre des gares routières. Hein, Michel, on en est à 200, on arrive à recenser, et c'est compliqué de faire la différence. Il y a des gares routières qui sont de nature complètement différente. Donc on a un chantier là-dessus. Sur les entreprises, les employeurs, et notamment celles qui génèrent beaucoup de déplacements. Il y a depuis longtemps une volonté de l'État, des décideurs, d'impliquer les entreprises dans la question du transport, et notamment à travers des prélèvements, le versement transport, et maintenant les plans de déplacement urbain dans lesquels on essaye de les impliquer. Moi, je crois... Pourquoi je veux rebondir sur votre question? Parce que moi, je crois qu'il n'y a pas de politique de transport sans des stratégies de transport, sans des volontés stratégiques. Et que ce n'est pas parce que l'Europe libéralise ou ouvre les marchés qu'il ne faut pas, au niveau national, avoir des vraies stratégies volontaristes de transport, que ce soit sur l'interurbain, que ce soit sur l'urbain ou que ce soit sur le rail. Je crois que c'est tout à fait essentiel. Et dans cette période où les débats politiques font aussi évoquer les questions de transport, je crois que c'est une vraie question qu'il faut que les acteurs du transport se posent. Il faut de véritables stratégies volontaristes du transport dans notre pays. C'est vrai dans les métropoles, c'est vrai autour des employeurs, des entreprises, c'est vrai aussi pour le réseau national de chemin de fer, pour le fret ou pour les cars Macron qui sont en phase de structuration aujourd'hui. Quand on entend que telle entreprise de transport par car licencie 200 personnes et met la clé sous le tapis, c'est la conséquence directe de la mise en place, avec une concurrence acharnée par 5 opérateurs au début, plus que 3 maintenant, de la volonté de prendre des marchés et de proposer des Lille-Paris à 9 €, alors que des cars sont remplis à 40% en moyenne. Donc, ce n'est pas tenable. Et ça se réduit un petit peu à la fois, mais il y a quand même en net 1350 emplois qui ont été créés jusqu'à présent, et 5 millions de 200 000 passagers en un an. Ça, c'est quand même le bilan qu'il faut retenir de la mise en place des cars Macron. Il nous reste à peine 5 minutes de questions. Si vous voulez bien les poser rapidement, Jacques Trovial. Oui. Gouvernance, planification, décentralisation, c'est l'acceptabilité sociale aussi. À la fois des projets d'infrastructure et de la modification des règles du jeu. Ni les uns ni les autres, vous l'avez beaucoup évoqué. Et pourtant, je crois que c'est aujourd'hui, déjà depuis de nombreuses années, mais plus encore et plus on ira, une difficulté et une nécessité de tenir compte dans le mode d'élaboration, d'explication, de concertation, dans la patience nécessaire, voire dans l'abandon de tel ou tel projet. On a abandonné le projet de la liaison à Rhône. Va-t-on ou pas abandonner le projet de l'aéroport que vous savez? Bon, c'est un sujet qui est maintenant important et qu'on n'a pas, ni dans le numéro de la revue que j'ai parcouru, que j'ai contribué, ni dans le débat suffisamment pris en compte, me semble-t-il. Oui. Bonsoir, Louis Guarino, l'officiel des transporteurs. Je voudrais revenir, s'il vous plaît, sur la question des externalités négatives de la route et le financement des infrastructures. La dernière loi de finances a abrogé dans le Code des douanes l'écotaxe poids lourd qui avait été votée en 2009 par le gouvernement Fillon. Ma question, en fait, s'adresse à vous tous à la tribune. Pensez-vous que le prochain gouvernement
est condamné à faire voter une nouvelle taxe kilométrique, écotaxe ou éco-redevance? Ou alors doit-il discuter avec les régions, notamment, pour que l'on puisse avoir des infrastructures financées, un réseau entretenu à sa juste valeur? Je peux dire à vous? Tout ça en 15 secondes pour chacun. Oui, rapidement. D'abord, ce n'est pas le gouvernement Fillon qui a voté la loi, c'est l'Assemblée nationale à la quasi-unanimité. Et ceux qui avaient porté la loi n'ont pas ensuite continué à la porter quand le gouvernement a changé, ce qui est dommage. Et l'association TDIE, qui est partie prenante à cette soirée, avait pris parti pour cette écotaxe qui nous semblait une réforme utile. Je pense que l'idée est un peu grillée pour quelque temps politiquement. Je ne vois pas qu'il y aurait aujourd'hui les moyens de la remettre en débat. Mais l'exemple suisse de la RPLP, qui était folklorique, suisse, bizarre, non transposable, c'est devenu le LKW-Maut allemand, qui rapporte plusieurs milliards par an, qui fonctionne très bien. Je crois que l'idée reviendra un jour, mais pour l'instant, elle est un petit peu brûlée, cette idée-là, me semble-t-il. Ce qui veut dire, du coup, qu'il faut remettre en chantier une réflexion générale sur la fiscalité, sur les ressources, sur les bonnes bases et les bons niveaux de fiscalité. Ça, c'est un vrai débat politique. Je prends l'occasion, puisque j'ai le micro, je ne le lâche pas. En 10 secondes, pour répondre à M. le ministre, je crois qu'il y aurait moins de débats sur les projets si, effectivement, on ne décalait pas de 10 ans une déclaration d'utilité publique d'une mise en service. Mais je pense qu'il faut une réforme plus profonde. Ça fait, depuis, à mon avis, le SIAT de 2003, qu'il n'y a pas eu de débat au Parlement français sur les stratégies et les politiques de transport. Je crois qu'il y a besoin, c'est trop important pour que les plus hautes compétences politiques de ce pays n'aient pas un vrai débat. Et puis après, et ça se pratique en Allemagne, en Suède et ailleurs, une loi de programmation périodiquement révisée, parce qu'elle n'est pas dans le marbre, et que périodiquement, les parlementaires, les sénateurs, les députés s'engagent moralement, s'intéressent, qu'il y ait une discussion, et du coup, les décisions politiques, elles auront une plus grande légitimité. Et il y aura une plus grande pression, ne serait-ce que morale, à ce que ces décisions ne restent pas des déclarations, des promesses vagues, mais rentrent un peu dans les faits et qu'on ait un moindre décalage entre un certain discours et la réalité. Et ensuite, la difficulté, les blocages sans fin qu'il y a à réaliser n'importe quoi. Quelques projets que ce soit en France, il faut 20 ans. Effectivement, on peut s'en inquiéter. Oui, je voudrais... Oui, mais pas sans planification. Oui. Prospective, planification, programmation. En particulier, je voudrais répondre. Transport. Je voudrais rebondir. En effet, je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur Savy. C'est qu'il est absolument indispensable aujourd'hui. Nous n'avons pas suffisamment de planification stratégique sur le réseau ferroviaire. Il faut l'en aller. Alors, il y a une mobilité 21 qu'il faut revoir et on a absolument besoin d'une loi de programmation. Ça, c'est sans doute une recommandation à faire aux candidats à la présidence de la République. C'est on a besoin de visibilité. C'est vrai que je dis que ce contrat de performance est un très bon pas parce qu'il donne de la visibilité, mais ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin. Comme vous le savez, le sujet pour SNCF Réseau, c'est quand même le sujet de sa dette. On paye 1,5 milliard, 1,6 milliard avec des taux d'intérêt extrêmement bas actuellement. Donc de taux d'intérêt, moi j'aimerais bien que ce 1,5 milliard soit peut-être réinvesti dans la rénovation du réseau. Parce qu'on parle de rénovation du réseau aujourd'hui, ce contrat de performance nous donne une bonne visibilité sur tout ce qui est voie. Il faut être honnête là-dessus, ça marche bien. Mais il y a deux autres sujets qui sont des sujets qu'il va falloir, qui sont pour l'instant sur un timing ou pour l'instant sur un planning beaucoup trop long. C'est le sujet de la signalisation. Fonctionne encore sur une signalisation de la première moitié du XXe siècle quand même. Il faut être conscient de ça. Pas partout. Alors ça, c'est un autre grand débat qui est très intéressant dans le réseau ferroviaire. Alors pas qu'en France, heureusement, mais enfin en France en particulier. C'est sur les postes d'aiguillage. Nous avons plus de 10 générations de technologies. Combien d'industries dans le monde, sur une fonction donnée, gèrent simultanément plus de 10 générations d'une même technologie. En fait, c'est pas tout à fait la même technologie d'ailleurs, mais voilà. Mais pour revenir, oui, évidemment, on a besoin de travailler sur la signalisation. Et ERTMS est là, l'Europe est là. Il faut qu'on réaccélère et qu'on se réapproprie. Alors, c'est très clair qu'en France, le fait d'avoir développé le TGV et son propre système TVM, c'est comme le Minitel nous a donné du retard sur un peu l'Internet. Là, même chose sur le RTMS. Bon, c'est le passé. Le passé, c'est fini. Demain, c'est le futur qui nous intéresse. C'est un sujet extrêmement important. Même chose sur les postes d'aiguillage. On a un planning de tours de contrôle. On appelle ça des CCR dans notre jargon, mais en fait, c'est des tours de contrôle style aérien pour contrôler et pour télécommander l'ensemble de nos postes d'aiguillage régionaux. Et ce plan-là, il faut qu'on l'accélère. Et ça, il faudra des moyens supplémentaires. Mais ça sera l'étape suivante. Vous, pour gagner du temps, vous allez valider le plan de performance de
moi, je ne fais que... Non, mais c'est... Je ne fais que présider un collège qui travaille collectivement. Oui. C'est pour aller vite. Oui, merci. Jean-Marc Rivera, secrétaire général de l'OTRE, Fédération de transporteurs. Je reviendrai sur les questions qui ont été posées sur l'écotaxe. Et contrairement à ce que vous affirmez, M. Savy, lorsque vous dites que l'idée de l'écotaxe est politiquement grillée pendant un certain temps, pour une fédération de transport, je vais vous relancer le débat. Je rappellerai... Pas trop longtemps, si vous plaît. Non, il y en a pour 30 secondes. Monsieur Jeantet, vous avez affirmé aujourd'hui que l'écotaxe avait disparu, qu'il n'existait plus de taxation. Alors, ce n'est pas tout à fait exact, car lorsque l'écotaxe a été supprimée, une surtaxation gazole a été appliquée au transport et qui coûte largement aussi cher que le montant de l'écotaxe. En revanche, il n'y a donc plus de fiscalité dédiée au financement des infrastructures, et cet argent part partout sauf au financement des infrastructures. Lorsque nous nous sommes fortement opposés à l'écotaxe, ce n'est pas sur le financement des infrastructures que nous nous sommes opposés, c'est sur un système d'écotaxe qui était imbitable, excusez-moi de l'expression. Et d'ailleurs, nous militons toujours pour la mise en place d'une fiscalité dédiée par le biais d'un système beaucoup plus simple que nous avions appelé la vignette transport. Ceci étant dit, si demain il y a une fiscalité dédiée au financement des infrastructures, restera une autre question. À quoi va servir ce financement ? Est-ce que globalement on est sur un financement qui sera alloué à réhabiliter les routes qui sont dans un état aujourd'hui de détérioration assez forte, ou le financement servira-t-il à autre chose ? Et j'imagine notamment, sur ce que j'ai pu entendre, que certains pourraient imaginer que le financement de la route puisse servir à financer les modes alternatifs. Et ça, c'est un vrai débat qui aura lieu, et vous comprendrez qu'en tant que fédération de transporteurs, on a plutôt envie à ce que ce financement aille pour l'aménagement des routes et qui en ont bien besoin. Bon, on pourrait vous poser aussi des questions, mais on ne va pas le faire parce qu'on n'a plus le temps. Est-ce qu'on clôture ? Merci infiniment, Bernard Roman, Patrick Jeantet et Michel Savy, pour ces excellentes interventions.